Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Avec mon invité, nous allons parler de PFT, soit le plan fonctionnel et technique de Macamic, de la révision de l'offre de services en soutien à domicile, aussi appelé SAD, et aussi quelques autres sujets comme le recrutement médical, etc. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois le directeur général du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales, M. Paul Fortin. M. Fortin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Fortin. C'est très gentil à vous, malgré un horaire excessivement chargé. Et vous vous déplacez et vous aimez, et j'aime aussi également vous recevoir parce que le but toujours de cette émission, c'est une émission, le mot le dit, Info 9, information. Et dans le domaine de la santé, on sait que c'est beaucoup. Puis c'est un gros budget également. C'est le plus gros budget au Québec. Alors, il faut en parler aussi parce qu'il y a quand même des développements aussi qui s'en viennent dans votre réseau, M. Fortin. Et on va commencer immédiatement avec plan fonctionnel et technique. On parle de Macamic. C'est quoi, là, exactement? Écoutez, en juillet passé, M. Gendron il a annoncé sur notre territoire une grande nouvelle, c'est que au ministère de la Santé, on a réussi à protéger une enveloppe budgétaire pour une rénovation majeure à Macamic. C'est la réfection du 2e et du 3e étage au complet qui va nous permettre d'offrir aux clientèles hébergées en soins de longue durée des chambres privées. Chambres privées où le client pourra vivre dans un milieu beaucoup plus intime, dans des espaces adaptés, mais aussi où le personnel pourra aussi œuvrer dans des espaces adaptés pour pouvoir mieux desservir la clientèle qu'on héberge à Macamic. C'est un gros projet. Oui, exactement. C'est énorme. Puis, si vous me permettez, M. Fortin, on va les prendre là, étape par étape un peu, partir, là, vous avez commencé, partir du début à venir à aujourd'hui, où les plans sont rendus, etc. Parce que moi, j'ai juste une mise au point à faire. Je recevais il y a 2 semaines M. Gendron ici, le ministre François Gendron, et on parlait justement de cet agrandissement par l'intérieur, des rénovations majeures. Puis M. Gendron me disait que ça va se faire, parce que moi, j'ai dit, à la fin, j'ai dit que les rénovations à Macamic devraient se faire. Et M. Gendron m'a mis au pas. Il m'a dit non. Elles vont se faire et la raison pour laquelle elles vont se faire, c'est qu'actuellement, l'argent est réservé au Conseil du Trésor avec un numéro de CT qu'on appelle. Ça, c'est l'argent, elle est prise au Conseil du Trésor, elle est mise dans une enveloppe spéciale, puis elle est là spécifiquement pour ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut dire qu'elles vont se faire. Maintenant, M. Fortin, j'aimerais ça qu'on parle, à partir de là, vous avez parti en juillet, à venir à aujourd'hui, puis quelles sont là, les prochaines étapes et où est rendu le projet? Moi, je vous laisse aller un peu. Là, ce qu'on a fait en septembre, on travaille ce dossier-là conjointement avec l'Agence régionale de la santé et des services sociaux, mais aussi avec la Société d'immobilisation du Québec. En septembre, on a eu une rencontre sur le territoire à Macamic, on a revu l'ensemble du dossier, mais on a aussi revu les étapes qu'on allait poursuivre, qu'on allait devoir faire pour justement nous permettre la réalisation de ce grand projet-là. Je le répète, c'est 19,5 millions. C'est important. Énorme, écoutez, au cours de l'année 2014, ce qu'on fait, c'est la phase préparatoire au niveau. On a encore des études à faire au niveau du sol, vapeur, envoyer l'information au niveau de la SIC. On s'est fait un comité de travail de façon régulière. On va se rencontrer et on va élaborer la phase finale, en tout cas, ou les phases finales de notre projet de Macamic. L'année 2014 est consacrée justement à prendre toutes ces informations-là, faire des appels d'offres aussi au niveau des firmes d'architectes, ingénieurs, pour pouvoir réaliser, parvenir en 2015. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que juin 2015, qu'on commence de façon officielle les travaux à Macamic et on va devoir y aller par étapes. Là, vous savez que la corporation du pavillon Royal-Roussillon a construit une résidence neuve à la Sarre pour accueillir des clientèles qui vont pouvoir vivre un beau projet de vie en déficience intellectuelle. Écoutez, lorsque ces clients-là sortiront de Macamic, ils sont au 3e étage présentement, on a encore quelques patients au 3e étage. Nous, la prochaine étape, janvier 2014, on va améliorer ces espaces physiques-là pour nous permettre justement d'aller par phase au niveau du PFT, au niveau du plan fonctionnel technique. Ça veut dire qu'on ne fera pas les 2 étages en même temps. C'est 67 chambres qu'on va offrir à notre clientèle, chambres privées. On va y aller par phase. Et durant ces phases-là, ce qu'on veut faire, c'est éviter
les impacts négatifs au niveau des clientèles. Est-ce que ça va être difficile? C'est sûr que ça ne sera pas facile, là. C'est certain, parce que vous n'enverrez personne à l'extérieur. Présentement, c'est ce qu'on est. On va devoir travailler ces plans-là pour s'assurer que si on doit en envoyer à l'extérieur, les aurores boréales vont s'assurer de bien localiser ces clientèles pour qu'il ne manque pas de service. Là. Et que ces personnes reviennent après. C'est ça qui est important à dire aussi. Oui, c'est ça. Fait que là, on travaille avec on va être avec les équipes de travail justement pour élaborer ces plans-là et ces phases-là au niveau de la construction. On dit juin, juillet 2015 pour commencer ces rénovations-là. Moi, j'y crois fortement. Parce que, écoutez, c'est vrai, la somme d'argent est attachée au ministère. Oui, c'est exactement. Ça qui est important. L'argent est là. Notre dossier dans ma chaîne, c'est évident que ça va fonctionner. Exactement, parce que quand on parle, parce que moi, j'ai travaillé dans le domaine et je sais c'est quoi qu'un numéro de CT. Là. Oui. Alors, quand le numéro de CT est sorti, vas-y, l'argent est là, elle est réservée uniquement pour tel projet. Ouais. C'est ça qui est important de dire. Écoutez, quand je vous disais tantôt, on travaille de façon très étroite avec la Société des immobilisations du Québec. Oui. C'est eux qui vont piloter le projet, qui vont prendre en charge le projet. Fait qu'on travaille avec eux. Moi, j'ai bonne espérance qu'en 2015, on commence. Monsieur Fortin, ce sont des rénovations majeures, on l'a dit. C'est tout le 3e étage, oui. Tout le 2e étage, oui. Que vous allez, en fin de compte, tout défaire à l'intérieur et refaire avec des chambres privées. Oui, c'est ce qu'on va faire. Ça va, on va avoir des espaces plus grands. Écoutez, pour ceux qui connaissent notre centre d'hébergement à McCamick, on appelait ça la cure, la fenestration, à partir de la fenestration de la façade en avant. Écoutez, nos chambres vont commencer là. Ça veut dire qu'on va faire des chambres privées, des deux côtés, en tout cas, du corridor. On aura plus d'espace dans le corridor, mais écoutez, je crois que les espaces seront mieux utilisés. Puis on aura aussi des aires de vie mieux adaptées pour la clientèle. C'est donc dire, M. Fortin, pour ceux qui connaissent justement le centre hospitalier, et il y en a beaucoup, les fameuses cures que vous parlez, qui existent depuis la construction du centre hospitalier et qui étaient aussi très bien faites, très bien adaptées pour les personnes, mais il n'y en aura plus de ça. Les chambres privées vont commencer à la fenestration. C'est ça. On change aussi la fenestration du 2e, 3e étage va être changée justement pour répondre à cette nouvelle modification au niveau de l'établissement. Et écoutez, le seul endroit où on pourra retrouver une cure après la rénovation majeure sera au 1er étage. Fait qu'on gardera entre autres au 1er étage, on maintient parce le volet le 1er étage va rester tel qu'il est présentement. Oui, il sera pas le 1er étage non retouché. C'est pour ça que dans la mise à niveau du bâtiment, on a une rénovation majeure au 2e, 3e étage, mais on n'a pas le choix de quand même. Il va y avoir des travaux qui vont se faire quand même parce qu'on ne peut pas, exemple, au niveau de la tuyauterie. Oui, c'est ça. Si on a rejoint la tuyauterie, on va devoir passer par le 1er étage. Oui, exactement. Fait que ce sont des rénovations. C'est presque refaire. Est-ce qu'on peut dire refaire presque la moitié du centre hospitalier? Bien, écoutez, on refait 2 étages sur 4. Sur 4, c'est ça. Mais à McCamick, on a aussi nos services administratifs, on a le service de physiothérapie, notre service régional en psychogériatrie, notre département d'hébergement temporaire et soins palliatifs, l'unité de réadaptation de fonctionnels intensifs. C'est pas seulement de l'hébergement. Fait que c'est pour ça qu'il faut... Oui, on rénove deux gros départements, mais il va rester encore les autres services au niveau du bâtiment. Là. Puis, on s'entend bien de dire que ce seront des chambres privées maintenant, qui ne seront plus des chambres de 4 et des chambres de 2 comme c'est là actuellement. Non. Je pense que c'est le vœu souhaité de tout le monde. Oui, exactement. Bien, c'est comme on dit très souvent, on est rendu là. Oui. En Abitibi-Ouest, on pourrait dire qu'on a aussi nos centres d'hébergement Palmarol et McCamick. Oui. Pas McCamick, pardon, La Sarre. Sont des chambres privées. Ça fait qu'on aura des chambres privées de nos clientèles hébergées. Donc, très gros projet, comme M. Gendron m'a corrigé, pas un projet qui devrait se faire, un projet qui va se faire avec le fameux numéro de CT qu'on parlait tantôt, une rénovation de près de 20 millions qui devrait, selon l'échéancier que vous avez donné, débuter d'ici 1 an et demi ou environ. Moi, je prévois que juillet 2015, on pourrait commencer. Parce qu'on ne peut pas arriver et dire, OK, l'argent est là et on commence tout de suite. Là, il y a des étapes excessivement importantes parce que le centre hospitalier est là, puis quand on va passer en avant durant les rénovations, ça ne paraîtra presque pas, mais quand on va aller à l'intérieur... ça va paraître. Puis,
vous ne craignez pas un peu, M. Fortin, que les usagers soient ils vont être un peu dérangés? Oui, c'est sûr. On ne peut pas faire des rénovations de même, puis faire ça dans le silence complet. Non, Là. écoutez, c'est évident qu'il va y avoir du bruit. On va regarder justement, lorsque je vous dis, il faut réduire le plus possible les impacts chez la Oui, c'est ça, clientèle. exactement. C'est ce qu'on va travailler. Si on le fait par phase et on ne pourra pas faire un étage au complet, c'est là que ce serait risqué. Si on y va par phase, en tout cas, mettons deuxième étage, troisième étage sur un même, au niveau des Au niveau niveaux, de l'Est avec l'Est en haut, l'Ouest avec l'Ouest. Si on fait ça, moi, je crois qu'on va limiter les impacts. Écoutez, puis c'est avec les gens, puis avec les intervenants, puis avec les familles, les clientèles qu'on va le faire. Exactement. Exactement. Fait que ce sera majeur, mais ce sera aussi important. Puis quand tout ça sera terminé, c'est sûr que là, ça sera pour le bien des usagers. Puis, exactement, parce que c'est un endroit où il ne faut pas s'en cacher. Ce sont des endroits où on va finir nos jours. Mais écoutez, c'est un milieu de vie qui se veut adapter justement en fonction des clientèles, des besoins des clientèles qui ne peuvent plus vivre à domicile. Voilà, exactement. Révision de l'offre de services en soutien à domicile, le fameux SAD, élargissement des services, révision des ententes reliées au SAD, projet de ressources alternatives à l'hébergement. Ça aussi, c'est très important. Ça, c'est un projet très important sur notre territoire. Présentement, les Aurores boréales, on est à évaluer justement les besoins de l'ensemble des clientèles qui sont à domicile. On ne se le cachera pas, hein, les soins à domicile et l'aide à domicile, c'est un besoin toujours qui augmente énormément au niveau de notre territoire. Oui, notre population veut demeurer à domicile. Ça fait, nous, notre responsabilité comme centre de santé, c'est s'assurer qu'on sera en mesure de répondre aux besoins de cette clientèle-là. Fait qu'on est à revoir l'ensemble des services qu'on y dispense. On est à réévaluer notre clientèle aussi en fonction des besoins. Et on est aussi à évaluer, puis avec nos partenaires, comment on peut faire pour mettre en place sur le territoire des ressources alternatives à l'hébergement, qui va nous permettre justement de consolider ou d'améliorer notre soutien à domicile. Je ne vous cacherai pas, on est à développer des ententes de services avec nos entreprises privées, au niveau de l'hébergement, en tout cas, les pensions privées. On le fait aussi avec des organismes communautaires. Tout ce qu'on veut faire, nous, c'est regarder ensemble comment on peut faire justement pour relever ce grand défi-là, du vieillissement de la population, mais de la volonté réelle de la population de demeurer à domicile. Oui, exactement. On est à travailler présentement un projet avec la Corporation du Pavillon Royal-Roussillon, qui sont présentement, c'est eux qui gèrent tout le volet ressources intermédiaires. Ressources intermédiaires, c'est des clientèles en perte d'autonomie, mais qui ne nécessitent pas un hébergement institutionnel. Voilà. On est à revoir avec eux la possibilité justement d'augmenter le nombre de places sur le territoire. Pour ce faire, il devrait y avoir un bâtiment neuf où on pourrait accueillir, en principe, c'est 34 personnes en ressources intermédiaires. Présentement, on a 20 personnes en ressources intermédiaires. On va aller jusqu'à 34. Il pourra probablement se greffer à cette ressource-là aussi des places pour des clientèles où on achètera des services comme centre de santé. Est-ce que ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir la possibilité d'une autre construction à ce moment-là? Oui. La corporation du pavillon Royal-Roussillon devra passer par cette étape. Est-ce que vous sentez dans le réseau, M. Fortin, que la population est vieillissante? Ça, on le dit souvent et c'est vrai, c'est une réalité. Est-ce que vous sentez que chez les personnes, les gens veulent rester le plus longtemps possible à domicile? Peut-être contrairement à il y a quelques décennies passées. Bon, ben regarde, moi, je m'en vais en institution parce que là, chez nous, je ne suis plus capable, etc. Mais là, vous sentez que les gens veulent demeurer à domicile? Les gens nous demandent, c'est de plus en plus, les gens nous demandent de demeurer à domicile. Pour ceux et celles qui peuvent le faire. Oui, c'est sûr. Là, écoutez, on devra aussi tenir compte, au niveau des aidants naturels, il faut les supporter, ces personnes-là, parce que c'est eux qui supportent les personnes à domicile, qui vivent à domicile. Oui, exactement. Fait qu'on devra aussi, avec nos partenaires, voir comment on peut faire pour supporter un réseau externe qui va permettre à la clientèle de vivre dans le milieu où ils veulent vivre. Mais les aidants naturels, c'est une partie importante. Si on ne les supporte pas, écoutez, souvent, on a des échecs parce qu'on ne réussit pas, justement, à bien prendre en charge tout ce réseau-là. Fait qu'il faut tout mettre en œuvre, en tout cas, pour être capable de réaliser des activités ou des actions qui vont nous permettre de faire un gros maintien à domicile. Parce que c'est un gros dossier, le soutien à domicile. On n'en parlera jamais assez. Puis ça prend beaucoup de personnes parce que on a beau donner les soins à domicile, mais ce n'est pas comme quand on est en institution. Là. Il faut quand même s'en rendre compte de ça. Donc, le lien entre l'institution et le privé doit se faire justement par le soutien à domicile qui devient un élément des plus importants. C'est un élément important, puis il ne faut pas oublier sur le territoire, on a des partenaires communautaires qui nous aident énormément
à mettre en place un offre de service de cette grande qualité-là. Je suis persuadé qu'ils seront présents au rendez-vous. Écoutez, c'est ensemble qu'on va regarder comment on peut faire pour améliorer la condition de vie de nos personnes qui demeurent sur le territoire et mettre en place les outils nécessaires, mais aussi les actions nécessaires pour être capable d'y parvenir. C'est pour ça, M. Fortin, que moi, j'aime votre présence à cette émission-là, parce que là, on parle de dossiers extrêmement importants, des dossiers que très souvent, la population n'est pas au courant. Puis, on pense tout le temps que le réseau de la santé, bien, c'est un gros réseau, ça coûte bien cher, puis c'est pas plus que ça, tu sais. Mais quand, là, vous nous dites tout ça, là, agrandissement intérieur à Macamic, projet de près de 20 millions, puis service de soutien à domicile, là, vous en avez parlé, puis ce sont de gros dossiers, mais la population et le réseau est rendu là aussi. On est rendu là. Puis moi, écoutez, il faut mentionner, la population est avec nous. Les partenaires sont avec nous. Ça, c'est important. Et on ne travaille pas seul. Puis c'est ensemble qu'on va réussir justement à mettre un offre de service adéquate sur le territoire. On parle des personnes âgées, mais on a aussi des jeunes en difficulté. On a beaucoup de programmes à mettre en place, puis seul, on n'y parviendra pas. Non, mais si on est capable, avec nos partenaires, avec le milieu, dans le respect des mandats de chacun, mettre des offres de services qui sont complémentaires, écoutez, on pourra lever la main en disant, bien, on a fait du bon travail. Vous pourrez dire mission accomplie, M. Fortin. M. Fortin, il reste à peine 2 minutes. Recrutement médical aussi, c'est très important. Écoutez, c'est très important. Une bonne nouvelle, les dossiers se travaillent, en tout cas, avec beaucoup d'énergie. Si tout va bien, en 2014, on aura l'arrivée de 5 nouveaux médecins sur le territoire. 5 nouveaux médecins, ça sera une première. On n'a jamais vu ça. Mais qu'est-ce que vous faites, M. Fortin, pour aller... Il me semble qu'on entend souvent dire que 2 nouveaux médecins à la SAR. Là, vous arrivez avec probablement 5 nouveaux médecins, puis des choses que, des fois, on ne voit pas ailleurs. Félicitations d'abord à vous, et à votre équipe. On va dire également. Félicitations à l'ensemble de l'équipe Oui, et tous les gens. exactement. Vous savez, le recrutement des médecins et des nouveaux professionnels, c'est pas seulement une personne. C'est les gens qui travaillent dans le réseau qui s'impliquent aussi au niveau du recrutement. Le fait d'avoir des médecins qui viennent en stage chez nous, qui viennent côtoyer notre milieu, ça, c'est vrai, par exemple. qui viennent se faire former. Ils viennent aussi voir, sur notre c'est ça, exactement, oui. On côtoie les équipes, on regarde comment on est capable de se supporter tout le monde ensemble. Les équipements que la Fondation Jacques Parizeau nous aide à acquérir, ça, c'est important. C'est des bonnes sources de recrutement, mais aussi... cette énergie que les gens y mettent pour pouvoir intégrer les nouveaux arrivés sur notre territoire. Les nouveaux arrivants, ça, je vous le dis, c'est gagnant. Oui, exactement. Fait que, moi, si tout va bien, présentement, tout est positif. On pourrait avoir l'arrivée de 5 nouveaux médecins sur le territoire en 2014-15. Fait que c'est très positif, M. Fortin. Alors, M. Fortin, merci infiniment. On a touché à de grands et de gros dossiers. Puis, félicitations à vous. Vous faites un travail extraordinaire et à votre équipe aussi, parce qu'une personne seule ne peut pas tout faire ça. C'est pas vrai. Non. Alors, félicitations à vous et à votre équipe également. Puis, on ne nommera pas personne parce qu'il y en a trop, tout simplement. 750 employés, 750. 28 médecins, 8 spécialistes permanents, 80 bénévoles. Écoutez, c'est du monde. Les gens mettent la main à la pâte. Monsieur Fortin, merci infiniment. Puis on va se revoir sûrement en 2014 puis pour d'autres gros dossiers aussi. Plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Fortin. Mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le fait de scinder les clubs de golf de Lassar et de Duparquet pourra-t-il sauver ces 2 parcours? Alors, pour nous en parler, je reçois M. Gaétan Pelletier. M. Pelletier, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Pelletier. Avec plaisir. Ça a fait les manchettes quand même, depuis quand même un certain temps, mais ce ne sont pas des dossiers à prendre à la légère. Ce ne sont pas non plus des décisions à prendre à la légère et loin de là, parce que ça implique beaucoup, beaucoup de personnes. Alors, est-ce qu'on peut dire, M. Pelletier, que le fait de créer 2 entités pour la SAR et Duparquet, ça pourrait sauver ces 2 clubs de golf-là? Parce que ces clubs de golf-là, au moment où l'on se parle, sont en difficulté. Oui, effectivement, ils sont en difficulté. Ils sont en difficulté depuis plusieurs années. Je veux dire, si on fait un petit peu l'histoire, il faut comprendre qu'au niveau des études qui étaient faites au niveau provincial,
Pour maintenir un golf ou un 18 trous, ça prend un 25 000 de population. Oui, exactement. C'est ce qu'il ça prend disait, 25 000 de population, puis on parle urbain, donc plus concentré aussi. Ça fait qu'on sait que la population ici est diversifiée, puis avec 21 000 de population, environ, oui. on a une offre de service de 27 trous, deux terrains de golf. Donc, en partant, on a une difficulté de survie en regardant cette problématique-là. Mais il faut se dire aussi que historiquement, lorsqu'il y a eu la création d'un deuxième club de golf, c'était dû à une problématique qui avait survenu à Duparquet dans les années 80. Voilà, oui. Et à partir de là, il y avait un risque de perdre le terrain. Ça fait qu'il y avait eu un comité qui s'était fait, puis on avait réalisé. À ce moment-là, les études, il y avait des études qui avaient été faites et ça disait qu'il y avait quand même une rentabilité à faire et c'était correct à ce moment-là. Puis, on était près de 500 membres et puis on vivait. Il n'y avait pas de problème, on réussissait. Exactement. Puis même, on avait créé un premier 9 trous à la SAR. Oui. D'autres études avaient été faites. On mettait la possibilité pour On a faire une rajouté un histoire autre courte. 9, On a etc. rajouté un autre 9 C'est et ça vivait. Fait qu'on connaît depuis une dizaine d'années des problématiques qui se rajoutent d'année en année, principalement dues à ce qu'il y a moins d'utilisateurs, moins de membres. Oui, c'est ça qui est le principal problème, c'est que, est-ce qu'on peut dire que la relève n'est pas là où on s'intéresse moins au golf? C'est quoi? Le bobo, c'est quoi exactement? Bien, le vrai bobo, je pense, c'est l'utilisation, c'est les joueurs, OK? C'est les joueurs dans le sens que peut-être un intérêt, mais je pense que dans les éléments d'importance, parce qu'on était à ce moment-là près de 500, on parle de 350 membres présentement. Je pense que c'est la diversification au niveau du travail des gens qui fait que ça apporte qu'il y a moins de membres. OK. Quand vous dites 350 membres, est-ce que vous dites 350 membres dans les deux entités ou bien non? Oui, les deux entités. OK. Présentement, OK. c'est ça. On a à peu près une cinquantaine de membres à Duparquet, puis environ près de 300 au niveau de la salle. Si on se sépare, d'abord, là, disons qu'on est là, le 10 décembre, là, aujourd'hui. Là, Oui. le dossier, bon, il y a eu des études de fait. Vous êtes dans le comité, vous, qui avez étudié les possibilités de survie, il faut appeler ça comme ça. Si on en vient à séparer ces deux terrains de golf-là, Duparquet, Lassar, comment ça va fonctionner? Bon, mais pourquoi on est arrivé à cette conclusion? Oui, aussi, oui, aussi. C'est en là. juillet dernier que le conseil d'administration du club de golf a confié à deux personnes, soit M. Réal Fortier et moi, de faire une analyse. Par contre, il faut bien dire qu'il y a eu du travail de fait par avant par différents comités OK. et ainsi de suite. Mais on était rendu à un point qu'il fallait donner un petit coup plus rapide. Fait qu'on a accepté ce mandat-là. Et on a fait une analyse rapide et on a fait une recommandation dans ce sens-là au conseil d'administration et en assemblée générale au mois d'octobre qui a été acceptée de façon unanime les recommandations. Les recommandations étaient, comme l'avait dit, de scinder les deux terrains. Pourquoi scinder les deux terrains? C'est qu'à l'heure actuelle, selon l'étude et selon les discussions qu'on a eues, il n'y avait pas d'intérêt, je veux dire, globalement, à régler la situation des deux terrains parce que c'est plus au secteur, étant donné qu'ils étaient les deux ensemble, ce qu'on a cru, c'est que chaque secteur était prêt peut-être à travailler plus fort si l'actif était. L'actif de la Serre est là et l'actif de Duparquet est là. Ce qu'on a vu, mettons, un intérêt au niveau de Duparquet de dire on transfère nous les actifs et on va s'en occuper, on va redonner un autre coup de barre. Il y a peut-être des possibilités par différents moyens parce qu'on va être plus près, on va voir nos affaires de façon plus près. Peut-être qu'on pourrait aller chercher d'autres membres, aller chercher d'autres commanditaires. On aimerait regarder ça encore une dernière fois. Et la même chose au niveau de la Serre, au niveau de l'implication aussi de la communauté, avec la ville aussi, dit, bon, bien, si on est prêt à s'impliquer, mais au niveau de la Serre comme telle. Fait que ça, on avait un accueil, donc on est allé vers cette recommandation-là. Bon, là, ça ne veut pas dire que le dossier est réglé en soi. Ça veut dire qu'on a demandé du temps pour regarder puis trouver une solution. Donc, secteur du Parquet, il y a eu un comité de formés qui regarde la situation pour reprendre en main, parce que la recommandation, c'est justement, c'est qu'on transfère au 1er octobre de cette année, 2013, les actifs, ce qui va se faire au cours des prochains mois. Il s'agit à ce moment-là, ce qui reste à régler, c'est la valeur de transfert, et ainsi de suite, qu'on va être en train de discuter. Après ça, bon, là, le comité travaille pour voir comment est-ce qu'ils vont faire pour régler la situation, tant au niveau financier et à long terme. Fait qu'il faut leur laisser un petit peu de temps de travailler. Par contre, en Assemblée générale, parce qu'on avait procédé par un sondage aussi dans le cadre de notre étude, on a fait un sondage auprès d'un membre pour avoir vraiment le pouls, qu'est-ce qu'on pensait. Et les membres ont pensé un peu de ça. Donc,
On comprend bien que l'offre de service est trop grande, puis ainsi de suite. S'il y a des moyens spéciaux à chacun des prendre dans son secteur. Par contre, si d'ici le 31 mars, on n'a pas trouvé de solution, il y avait une recommandation, était de vendre au secteur privé le parcours du parquet. Quand on parle du parquet Lasserre, je parle là de cette année et des autres années antérieures. Est-ce que les joueurs de golf, Lasserre, Macamic, Dupuis, etc., avaient leur place? Je veux dire, jouaient à Lasserre et Duparquet avait... Est-ce que c'était à peu près les mêmes membres qui étaient à Duparquet? Ou bien aussi, les joueurs qui jouaient à Duparquet jouaient à Lasserre et vice-versa? Bien, dans l'offre de service qui était auparavant, c'est que quelqu'un pouvait être membre des deux terrains. Okay. En étant membre à Lasserre, il était membre automatiquement à Duparquet, mais tu pouvais être membre juste à Duparquet si le désir était là, okay. Avec une réduction de prix, bien sûr, mais l'utilisation du parcours du Duparquet seulement. Fait que ça, l'offre de service était comme ça. Okay. Puis, comme on dit, dans le membership, il y avait une cinquantaine de membres qui avaient choisi cette alternative-là d'être membre juste à Duparquet. Okay. Et l'ensemble, les 300 autres étaient membres. Est-ce que les difficultés financières, M. Pelletier, on va parler du club à Lasserre, est-ce que les difficultés financières sont extrêmes, voire même presque non possibles à régler, ou bien non, s'il y a des issues, ou bien non, si c'est vraiment rendu à un point de non-retour? La difficulté principale, OK? Oui, il y a des résultats négatifs depuis plusieurs années. Avec ça, les gens, je pense, en place sont positifs à l'effet que les opérations, on pourrait être en mesure de les mettre en équilibre ou même avoir une certaine rentabilité. Le gros problème, c'est le renouvellement des immobilisations. Le plan, on a regardé pour un plan, qu'est-ce que seraient les investissements à faire dans les 5 prochaines années pour les deux terrains. Et c'est de façon très importante que les investissements vont devoir être faits. La problématique est à ce niveau-là. Donc, si on n'est pas capable d'entretenir nos équipements, ça va devenir qu'il va y avoir des coûts majeurs à faire et le club ne sera pas en mesure de supporter. C'est plus dans ce sens-là que les deux comités vont travailler fort pour être en but de financer le renouvellement des immobilisations à partir de différentes sources spéciales. Monsieur Pelletier, on sait que Rouyn-Noranda et Val-d'Or, les installations des clubs de golf appartiennent à la ville. Est-ce que c'est une chose qui pourrait être possible en Abitibi-Ouest? Bien, effectivement, ce qu'on constate, OK, il y a des gens qui ont connu des problèmes avant nous, à travers la région. Fait que la problématique n'est pas juste en Abitibi-Ouest, elle est à travers la région. Et il y a eu des investissements faits par les municipalités. Toutes les possibilités, quand on le regarde, c'est faisable. Là. Je veux dire, si une municipalité veut devenir un golf municipal, c'est un choix de la municipalité. La même chose pour du parquet, mais c'est sûr qu'il y a des conséquences et il y a des analyses pour voir si c'est faisable ou pas. Mais ça fait partie des possibilités aussi, comme ça peut faire partie que, je veux dire, les municipalités vont plutôt en regarder pour soit subventionner ou fournir des sommes d'argent pour aider au renouvellement des équipements. Ça peut être des choix aussi, comme il peut y avoir d'autres choix aussi. Oui, exactement, c'est ça. Fait que vous allez prendre l'hiver pour bien penser encore à tout ce qui pourrait survenir. Et puis, à Duparquet, la prise en charge est au maximum 31 mars 2014. Après ça, il y aura d'autres décisions qui pourraient être prises si vraiment la prise en charge n'est pas faite. C'est quand même deux gros dossiers, M. Pelletier, qui impliquent beaucoup de personnes et beaucoup d'argent aussi. Oui, c'est un défi très intéressant à voir pour voir est-ce qu'on est en mesure de supporter une offre de service de 27 roues en Abitibi-Ouest. C'est la question. C'est la question. L'échéance arrive, mais je pense qu'il faut rester optimiste aussi. Monsieur Pelletier, merci infiniment. Puis on va suivre ce dossier-là de très près parce que ça implique quand même plus de 350 personnes. Ça implique 2 terrains de golf, 2 entités. Fait que on va voir qu'est-ce qui va se passer avec tout ça et on se fie certainement au comité en place qui jugera et qui prendra les décisions appropriées. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Pelletier. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.